en tant qu'artiste, moi je dirais, c'est le fait de me confronter à ça, à des sujets d'actualité, auxquels probablement je ne me confronterais pas si je travaillais à des dessins personnels tout le temps, où je serais plus dans mon monde. Et alors c'est venu d'abord comme un moyen de concilier la passion du dessin et voilà, un métier, quoi. D'ailleurs moi au début, tu vois, je ne me considérais pas comme illustrateur, je me considère comme dessinateur, dans le sens où tu as un spectre assez large, tu vois, de choses que tu peux faire. J'ai l'impression que l'illustrateur travaille plus déjà sur un thème ou sur un sujet, alors que dessinateur, tu peux faire, si tu veux, des livres personnels, de la BD, enfin bref. Mais en tout cas, je pense que c'est ça, c'est le fait de travailler très vite. Au début, c'était assez difficile parce que tu as l'impression que tu n'as pas fait assez bien. Donc, je refaisais mes dessins une, deux fois dans la nuit et tout ça. Mais après, en fait, ça devient une sorte de drogue de devoir comme ça réagir très, très rapidement à un sujet auquel tu ne connais pas grand-chose, où souvent tu n'as pas, même pas le texte. C'est-à-dire que quand tout va tellement vite dans la presse, bon, ben, le journaliste est en train d'écrire le papier en même temps que toi tu fais ton dessin. Et ensuite, en tant qu'artiste, je dirais, ça me permet, en tout cas ça m'a permis avec le temps, quand j'ai commencé à prendre un peu mes marques, de tester des approches différentes, des approches graphiques différentes, et même des fois dans le ton. C'est-à-dire qu'avoir des choses qui sont plus légères, et puis des choses plus sombres, plus dramatiques. Et au niveau de dessin, pareil, pouvoir vraiment changer du jour au lendemain en fait, de technique. Et ça, c'est précieux parce que c'est ce qui donne en fait du sel à notre travail, quoi, de pas faire un truc répétitif. J'ai souvent l'impression d'être avec eux, qui sont autour de moi. Et même pendant certaines fois, en fait, j'ai l'impression de dialoguer avec eux. Tu es en train de faire ton dessin et tu dis ah oui, toi tu aurais fait comment, ah oui, parce que toi tu fais comme ci, comme ça. Et c'est assez plaisant. Et je pense aussi que je suis venu au dessin des presses, mais pas seulement, mais au dessin en général, aussi un peu pour me retrouver entre ces aînés ou ces maîtres. Moi j'ai fait mon apprentissage du dessin, d'abord comme spectateur, comme lecteur. Chez moi, mes parents achetaient beaucoup de presse, donc je voyais tout le temps des dessins de presse, et donc je découpais tout ce qui me plaisait, je faisais mes collections. Et donc c'est en admirant un peu leur travail que j'ai commencé à vouloir faire un peu du dessin. Et donc voilà, je continue un peu à dialoguer avec eux, mais c'est vraiment ça, c'est la sensation d'être un peu voilà, accompagné, pas être tout seul. C'est un travail quand même très solitaire, le travail des dessinateurs. Et donc je pense qu'on se construit tous une espèce de famille d'artistes qu'on compose au fur et à mesure. Un artiste nous amène à un autre artiste qui était son prédécesseur, et donc on compose comme ça une famille à rebours en fait. Et donc au début évidemment c'était plutôt des dessinateurs de soit des presses, soit des bandes dessinées, soit des illustrateurs que je voyais chez moi en Argentine, dans les médias que mes parents achetaient, ou les trucs que j'achetais chez moi. Et puis ensuite c'était leur aîné à eux. J'ai rencontré pas mal de ces dessinateurs que je voyais dans la presse. Et donc eux me disaient ah oui mais tu connais pas tel dessinateur qui dessinait au début du siècle. Et donc hop on va regarder ça, et donc de celui-là on arrive à un autre, et puis on remonte tout de suite à Goya, à Rembrandt, à Daumier. C'est assez rapidement qu'on arrive un peu au vrai maître, quoi, si tu veux. Oui, en tout cas, pour les gens qui accrochent aux images, parce qu'il y a aussi je le vois en fait, plus trop maintenant, parce que les gens lisent moins le journal dehors, au café et tout ça, mais avant, j'étais toujours très. Je m'arrêtais toujours à regarder, voir comment les gens tournaient les pages d'un journal. J'avais toujours l'idée de comptabiliser, enfin d'essayer de mesurer le temps qui passait sur une image. Mais il y a des gens qui ne regardent pas les images, qui vont vraiment que au texte. Mais pour les gens qui accrochent d'abord aux images, oui. Qu'on peut tout dire dans un texte, mais on ne peut pas tout montrer dans une image. Que c'est vraiment devenu un. On sent en fait une frilosité qui monte, en général dans les médias, mais dans la presse en particulier, face aux images qui peuvent déclencher comme ça des polémiques, peuvent faire exploser les réseaux sociaux, qui peuvent être mal interprétées ou interprétées trop superficiellement, et donc tourner en réquisitoire pour X. Et donc oui, c'est devenu on sent même que le dessin est devenu une espèce d'allumette qui peut faire flamber un sujet, une partie de la population, une partie du public.
très rapidement. Oui. Les attentats, évidemment, ont tendu la société. Moi, je l'ai vu immédiatement avec les attentats des Twin Towers en 2001. Je me souviens qu'immédiatement, par exemple, le tout dessin avec des tours, avec un immeuble, devenait anxiogène. Je me souviens même un directeur artistique m'avait dit non, mais j'avais fait un personnage, c'était un sujet, mais je me souviens plus, sur les assurances, ou un truc comme ça. Donc j'avais fait un personnage d'immeuble qui prenait feu. Il m'a dit non, non, tu imagines, depuis les attentats, c'est trop anxiogène. Et donc le terrorisme a évidemment tendu la société, mais ensuite il y a tous les faits de société, le sexisme, etc. Et donc c'est une pression qui s'est accentuée énormément avec les réseaux sociaux, qui vont tellement vite et qui ont aussi fait, d'une certaine manière, démocratiser encore plus les images, mais aussi une manière d'interpréter les images très superficielles. Et donc la pression s'est reportée sur les médias, et donc ça commence de tout en haut, du directeur du journal jusqu'au rédacteur en chef, et ça descend jusqu'à directeur artistique, directrice artistique, et les illustrateurs, illustratrices. Et donc ça, on le sent, oui. On sent qu'il faut faire gaffe, en tout cas, sur certains sujets, sur comment on va traiter certains sujets. Ça, oui, c'est sûr on sent qu'il y a une frilosité, qu'il y a une peur de déclencher comme ça une polémique. Et on sent qu'aussi une polémique peut parfois faire tanguer vraiment un journal. Ce qui s'est passé au New York Times, c'était en 2017-18, je ne me souviens plus. C'était après une caricature où un des dessinateurs du New York Times avait dessiné Netanyahou, enfin Trump tenu en laisse par Netanyahou, ou l'inverse, je ne me souviens plus. Et donc ça avait été monté en épingle comme un dessin antisémite. Et ben là, ce gars-là, il non seulement virait le dessinateur, mais supprimait les dessins politiques carrément du New York Times. Donc c'est quand même quelque chose. C'est dire que. Et pourtant, le New York Times, dans les années 70, 80 et même avant, a été à la pointe du dessin éditorial, le op-ed qu'on appelle là-bas. Et bon, voilà, ils l'ont quand même carrément supprimé. Et ça arrive un peu en France. En France, on est encore un petit peu plus protégé, encore aujourd'hui, mais on sent cette pression aussi. Censure, je ne sais pas. Il y a eu des cas de censure, évidemment. On les connaît. Il y a eu les cas de Charlie. Enfin, il y a eu d'autres cas de censure. Je ne sais pas si parler directement de censure. En tout cas, cette frilosité dont on parlait tout à l'heure amène une forme déjà d'autocensure chez nous, chez les dessinateurs, les dessinatrices, les illustrateurs, parce qu'on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels il faut faire gaffe. Selon les médias, évidemment, on sait qu'on a plus ou moins des libertés, même si, par exemple, moi, dans Le Monde, j'ai en gros une liberté totale, à part sur certains sujets où vraiment, là, il faut faire attention, il faut plus travailler en relation avec les directeurs artistiques et les rédacteurs, pour qu'on soit tous un peu d'accord. Mais ce que je voulais dire par rapport à la censure, c'est qu'on fait mine d'oublier toujours qu'il y a une histoire de la censure, que ce n'est pas des choses nouvelles, en fait. Dans l'histoire du dessin de presse, il y a toujours eu des problèmes de censure, des dessinateurs qui sont allés en prison, ici en France, au XIXe siècle, au XXe siècle, à cause des dessins, des caricatures du roi, des caricatures du président de la République. Voilà, donc c'est quand même une donnée qui est là depuis le début. Il y a une anecdote excellente de André Gilles, qui était un dessinateur de presse, caricaturiste et parolier aussi du XIXe siècle, où tout c'était l'époque, je crois que c'était comment ça s'appelle, Napoléon III, où rien, pratiquement tout était interdit, et donc il a décidé de faire en couverture je ne me souviens plus quel était le journal, c'était La Lune ou un de ces journaux-là, il fait un portrait d'un personnage avec une tête de melon. En fait, il s'est dit, voilà, on va dessiner un melon. Un melon, c'est pas interdit, donc voilà, ça veut rien dire. Donc, eh bien, il a fait la tête de melon, et le journal a été saisi parce qu'ils ont cru que c'était une caricature alors, je ne sais pas si c'était Napoléon III. Donc, en fait, il y a un moment où tout peut devenir un motif à censure. C'est pour ça que je pense qu'il y a moins un problème de censure. On va te dire, ça c'est interdit, pas le machin, mais où la pression qui vient des réseaux sociaux, de la société qui passe sur les médias et puis sur nous, joue, et nous-mêmes on commence un peu aussi à faire plus attention sur certains sujets. Là, en ce moment, je travaille sur le procès de Joël Skwarnek, donc le chirurgien pédophile à Vannes. Et c'est mon deuxième procès, donc c'est vraiment tout récent. Et le premier était le procès du Bataclan, des attentats du 13 novembre. Donc c'est vraiment une petite porte qui s'est ouverte là, et c'est vraiment tout nouveau.
Mais oui, effectivement, il faut pas mal adapter, surtout que mes dessins de presse en général sont quand même très travaillés. J'aime bien faire des dessins assez chargés, assez noirs, et un peu, voilà, j'ai toujours un peu l'étiquette de dessinateur sombre hein, dans le monde. Et on m'appelle souvent pour des histoires sordides, voilà, soit des faits divers, soit des massacres, voilà, c'est toujours un peu mon sujet. Et là, il faut évidemment travailler très très vite sur place, donc au tribunal. Donc c'est un peu comme du dessin de modèle vivant. Donc j'ai adapté un peu mon dessin plus vers un aspect plus croquis, plus rapide, ou que ça soit un dessin plus vivant. Euh, et aussi en enlevant un peu toute la partie justement de hachure, de traits, tout ça, pour garder vraiment plus les notes prises sur les vifs, un peu comme un journaliste prendrait des notes rapides au moment de l'audience. Donc c'est assez intéressant en fait. Au début j'étais assez rétif à y aller, parce que le sujet du Bataclan, bon, je pense que comme tout le monde, nous a frappé très très fort. C'était vraiment une époque très difficile. Et même si j'ai eu personne autour de moi de toucher, mais c'était une période qu'on n'avait pas envie de revivre. Et donc bon, voilà, je me disais passer un an entier à travailler sur ça, c'était pas forcément évident. Mais aussi parce que dans le dessin, je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire? Mes dessins, ils ne sont pas du tout adaptés à un dessin comme ça sur les vifs. Et donc c'était tout un travail d'adaptation. J'ai fait une petite semaine au début d'adaptation, où j'ai commencé comment dire, un peu oui, à nettoyer mon dessin de tout ce qui était superflu pour garder vraiment que le dessin les plus rapides possible, les essentiels en fait. Et notamment, moi j'aime beaucoup les portraits, je travaille beaucoup sur le portrait. Et donc travailler surtout sur les portraits des gens qui passent à la barre et essayer de capter un peu des expressions, des postures. Souvent j'ai fait des dessins des mains parce que les gens, évidemment, c'est impressionnant de témoigner dans un procès et tout ça, donc ils sont assez stressés. Et donc ils n'arrêtent pas ils savent pas quoi faire de leurs mains, soit ils ont des petits discours qu'ils ont préparés, et donc ils tremblotent, on les voit trembloter. Et donc c'est assez intéressant voilà, comment s'attarder sur ces détails-là. Ils n'arrêtent pas de bouger les pieds, ou ils apportent des choses. Par exemple là au procès de Vannes, donc Square-Neck, des gens qui viennent avec des peluches. Et au procès du Bataclan aussi, des gens qui venaient avec des peluches, avec des objets pour qui les rassuraient d'une certaine manière. Donc ces types de détails, moi, m'intéressent beaucoup. Je suis assez admiratif des dessinateurs judiciaires parce qu'ils sont capables, en fait, en 1 ou 2 heures, de te faire tout un dessin d'une salle, alors que moi, au début, j'avais du mal. Maintenant, je commence un peu à m'y habituer et à prendre un peu mes marques. Mais moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. C'est plus le côté humain des gens qui se retrouvent confrontés à la machine judiciaire. Le dessin est moins important en tant que tel, en tant qu'œuvre, que comme un continuum des choses comme si on avait pris plein de photos et voilà, on choisit la meilleure. Donc c'est vraiment intéressant, ouais, ça me plaît beaucoup en fait maintenant de faire ça.